la laïcité, un thème qui est organisé dans le cadre de nos ateliers du mercredi qui sont faits par la fédération. Et on en est déjà au troisième. Avant de passer à autre chose, je tenais à remercier au préambule les organisateurs de cette réunion, parce que c'est un groupe, et en particulier Malika, qui était notre contact avec Dieynaba Diop, le porte-parole du PS, je le dirai tout à l'heure, et Marc Cacher aussi, qui était notre contact avec Alain Blum, président de la LICRA, Rhône-Alpes. Et sans tarder, donc ce thème qui est passionnant et d'actualité nous tient par les tripes. Donc je souhaiterais tout simplement, si on a des questions à poser, qu'on les pose rapidement parce qu'on est nombreux et qu'on fasse dans la modération, parce que c'est un sujet un peu passionnant, comme je disais. Et puis, on est accompagné ce soir par deux personnalités, enfin, en tant que deux invités. En premier lieu, Dieynaba Diop, qui est une porte-parole du PS, adjointe au maire de la ville du Muro et qui est enseignante d'histoire, d'éducation civique et morale. Et elle présentera plus amplement tout à l'heure ce qu'elle fait encore. Et Alain Blum, donc président de la LICRA Rhône-Alpes, que certains connaissent ici. Et voilà, pour le préambule, hein, je ne vais pas trop tarder non plus, vous diviser la parole. Donc, sur ce thème qui est la République et la laïcité, le PS a des positions, on va en débattre. Hein, si on a des compléments, on peut le faire. Je dirais tout simplement aussi, vous pouvez poser des questions sur le chat, vous l'avez à gauche pour ceux qui connaissent. Sinon, vous pouvez poser aussi la question oralement, hein, donc il n'y a pas de souci. Et puis, pour nos présentations, et par galanterie, on va laisser la parole à Dieynaba Diop, qui est notre parole du PS, et elle aura 15 minutes pour expliquer un petit peu la position, sa vision, elle nous donne sa vision un peu de la République, cette République une et indivisible, et un peu de la laïcité aujourd'hui, comment elle se décline à travers la loi 1905, comment elle se décline dans la sphère privée, comment elle se décline dans la sphère publique, comment elle se décline surtout dans le cadre de l'enseignement, parce qu'elle est enseignante, donc elle aura un peu cet avantage pour nous dire les choses. Et puis, euh, après la présentation de Dieynaba, qui aura 15 minutes maximum, ça sera à Alain Blum de nous présenter aussi en 15 minutes un peu sa vision de ces deux thèmes, ces deux notions, et puis après on rentrera dans le débat et l'échange. Et je sais que je suis bien entouré par le collectif qui prépare ça, qui m'aidera aussi à gérer si je ne vois pas des mains ou si je ne vois pas des choses. Il y a Michel, il y a Laura, il y a plein de monde. Voilà, on démarre. Dieynaba, je te laisse la parole. Bien. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Et d'abord, grand merci pour votre invitation. Je suis vraiment ravie d'être avec vous pour pouvoir discuter, échanger de ce thème brûlant qui est celui de la laïcité et justement de son rapport avec la République. Nous savons tous que ces derniers temps, il y a eu beaucoup de raccourcis, il y a eu pas mal aussi de dévoiement de la laïcité. Moi, je parlerais plutôt d'instrumentalisation de cette dernière, alors qu'elle est, selon moi, un des piliers de notre République. Je vais d'abord très rapidement vous dire un petit peu qui je suis. Donc, je suis porte-parole du Parti socialiste depuis à peu près 2 ans maintenant. Dans le civil, comme j'aime à le dire, je suis enseignante de français et d'histoire-géographie et donc d'éducation morale et civique en lycée professionnel, dans une zone assez représentative de mon engagement, puisque je suis à Mantes-la-Jolie, en zone, ce qu'on appelle zone d'éducation prioritaire depuis maintenant 19 ans. Par ailleurs, je suis adjointe au maire pour la ville des Mureaux, donc toujours dans les Yvelines, depuis 12 ans maintenant. Et j'ai en charge cette fois-ci les relations internationales, les langues, la francophonie et aussi la coopération décentralisée.
La laïcité, c'est une des valeurs que je défends chevillée encore dans ces différents engagements, c'est-à-dire aussi bien en tant qu'enseignante, parce que on est dans cette période de la vie de nos jeunes où ils se construisent, où ils ont besoin aussi de repères et de savoir qui ils sont dans cette République. Et je pense qu'un des points forts sur lesquels nous devons travailler, c'est ce rapport à la République que peuvent avoir nos jeunes, notamment dans les quartiers dits d'éducation prioritaire, mais pas seulement, parce que je pense qu'il ne faut pas oublier aussi tous ces territoires ruraux ou périurbains qui sont parfois délaissés et qui se sentent aussi comme étant des territoires éloignés de la République. Je pourrais commencer par vous dire que la laïcité, c'est avant tout et d'abord la loi de 1905 et toute la loi de 1905. Il faudrait déjà qu'elle soit appliquée correctement et qu'elle ne soit pas utilisée à des fins d'instrumentalisation, comme je vous l'ai dit, parce qu'on assiste à une sorte de guéguerre entre différentes personnes qui, d'un côté, sont dans une laïcité à outrance et qui, du coup, semble oublier que cette loi de 1905, c'est évidemment la séparation de l'Église et de l'État, mais c'est aussi cette possibilité de croire ou de ne pas croire. Et je crois qu'il ne faut pas oublier cela, c'est-à-dire qu'on a parfaitement le droit d'avoir cette liberté de conscience qui est importante dans notre pays et qui est aussi un de nos piliers puisque ce n'est pas le cas partout. Avec les différents événements qui ont eu lieu, ma position d'enseignante, notamment l'attentat terrible perpétré contre mon collègue Samuel Paty, puisqu'il est des Yvelines et c'était pas très loin de chez moi, nous a beaucoup bousculé aussi dans notre position d'enseignant, c'est-à-dire comment aujourd'hui, en tant qu'enseignant, être les défenseurs de la laïcité, comment faire face à des oppositions de plus en plus fortes à certains endroits, où on remet en cause aussi les enseignements qui sont dispensés au nom de croyances, qu'elles soient religieuses ou autres, mais surtout face à une montée aussi de certains séparatismes, qu'ils soient religieux, mais il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, des séparatismes sociaux, c'est-à-dire qu'on a créé des ghettos avec des personnes qui ont qui partagent des problèmes soit économiques, financiers, des problèmes aussi liés à leur situation géographique, parce que quand vous êtes loin de tout, c'est compliqué. Et je crois que si la lutte contre l'islam radical est évidemment une des priorités et que longtemps à gauche, on a un peu parfois détourné le regard, je crois qu'il est important de rappeler ces choses essentielles, de dire que nous luttons contre tous les types de séparatisme. Et pour cela, il faut aussi des services, par exemple, publics de proximité. Il faut remettre la République là où elle se doit d'être, c'est-à-dire aux côtés de ceux qui en ont le plus besoin. C'est pour ça que dans les différentes propositions, je pense que vous avez dû les voir dans le live des idées, une des propositions que j'avais défendues, c'était le fait de dire qu'il faut créer un parquet qui soit dédié à la lutte contre toutes les discriminations. Parce que si vous ne luttez pas contre toutes les discriminations, vous ne luttez pas contre les causes profondes de ce séparatisme. Et puis, travailler aussi à ce que le défenseur des droits soit plus à même de plus facilement puisse se saisir des différents sujets et puisse attaquer ou aussi défendre les gens qui se trouvent dans des situations difficiles. En tant qu'élu local, je crois qu'il y a aussi une demande de la part des gens avec lesquels, qui nous ont élus d'une absolue transparence et d'une certaine éthique. C'est-à-dire que quand vous êtes un élu de la République, vous vous devez d'être irréprochable, évidemment, sur toutes ces questions de laïcité. Nous avons instauré, par exemple, au Muro, depuis très très longtemps, une charte de la laïcité qui est visible par tous, aussi bien au niveau de nos agents, mais aussi au niveau des personnes qui interviennent dans nos différents services, par exemple de délégation de services publics, c'est-à-dire les agents qui font le ménage, les agents qui sont aussi qui interviennent dans nos différents établissements. Nous estimons que chacun est libre
d'avoir effectivement sa liberté de conscience, mais lorsqu'il est dans nos murs, lorsqu'il travaille avec nous, il se doit de respecter ces chartes de laïcité. Par exemple, on a eu à se séparer d'animateurs qui portaient des signes ostentatoires religieux, pas seulement des gens d'origine musulmane, hein, on a eu aussi des jeunes filles évangélistes auxquelles il a fallu rappeler que le port de la croix de manière ostentatoire n'était pas admissible. Je crois qu'il faut vraiment, là-dessus, être très au clair sur ce que l'on défend lorsqu'on est des élus de la République. Pour ce qui est aussi du parti, moi j'ai été assez heureuse que nous ayons un débat large et aussi une position tranchée sur cette question de la laïcité. Notamment, j'ai eu à défendre notre position lorsque nous avons refusé de participer à la marche qui avait eu lieu contre l'islamophobie, parce qu'elle avait été à l'initiative de personnes qui avaient comment dirais-je, une vision de la laïcité que nous ne partageons pas. On ne peut pas prétendre défendre la communauté musulmane et l'exclure de facto de la République. Pour moi, ce n'est pas possible. Quand on est de confession musulmane, on est avant tout un Français. On est avant tout un citoyen français qui, effectivement, dans sa sphère privée, peut avoir des convictions religieuses différentes, mais ce ne doit pas être le critère sur lequel on doit être saisi. Je l'ai rappelé aussi pendant le live des idées, je crois qu'il faut aussi lutter contre le fait d'être dans l'essentialisation des personnes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réduire la personne à un seul critère de son identité. Comme le rappelait Amin Malouf, que j'aime à citer auprès de mes élèves lors de son essai « Les identités meurtrières », il faut rappeler à chacun que nos identités sont multiples et qu'on ne doit pas laisser à un moment donné une partie de son identité prendre le pas sur tout le reste. Et je pense que malheureusement, c'est ce qui se passe très souvent, c'est qu'on essentialise un certain nombre de nos concitoyens sur un aspect de leur identité. J'ai eu à débattre très vigoureusement avec des représentants du Rassemblement national dont la panacée est de dire que de toute façon, c'est l'immigration qui est comment dirais-je, la clé et la responsable de tous les maux que nous vivons aujourd'hui. Moi, je dirais qu'il faut aller chercher les causes de manière beaucoup plus profonde. Pourquoi ce qui a marché pour la génération à laquelle j'appartiens, parce que j'ai 46 ans, ne marche plus depuis plusieurs années? Parce que vous avez une ghettoisation. C'est un constat d'ailleurs qu'a fait le président de la République lui-même, c'est-à-dire que vous avez une concentration de personnes qui partagent des traits justement d'identité, soit sociaux, soit géographiques, soit effectivement d'origine, et qui sont tous, comment dire, on les met tous ensemble. Donc, à un moment donné, si vous les mettez tous ensemble, ça veut dire que vous les mettez aussi quelque part en dehors de la République parce qu'ils n'ont plus d'autres modèles. Et là-dessus, l'école de la République a un rôle fondamental. Je pense que depuis plusieurs années, à plusieurs endroits, elle n'a plus ce rôle important de mixité sociale. Beaucoup d'enfants vous diront qu'ils ne fréquentent que des gens qui leur ressemblent dans leurs écoles, alors qu'avant, il y avait un véritable brassage qui permettait justement de se confronter à l'autre et de s'enrichir de l'autre. L'autre n'était pas seulement quelqu'un que l'on regarde de loin, que l'on voit parfois qu'à travers des reportages ou de la télévision. Et là-dessus, je pense que nos mass médias ont aussi une responsabilité dans la surreprésentation d'un discours qui, lui, est tout sauf républicain. J'y reviendrai tout à l'heure assez rapidement. Je crois que c'est de notre responsabilité en tant que personnes engagées en tant que citoyens, notamment pour nous en tant qu'engagés à gauche et au Parti socialiste, le parti de Jaurès, de rappeler cette valeur fondamentale du vivre ensemble, de rappeler cette valeur fondamentale qui est celle de l'école de la République et qui est de toute façon un des piliers justement de notre laïcité, parce que l'école de la République est celle qui doit permettre à chacun de faire société commune. Il y a quand même
quelques écueils dont on a parlé aussi pendant le live des idées et qu'on avait rappelé, c'est que par exemple, il y a un devoir de mémoire. Et dans ce devoir de mémoire, si on veut faire société commune, il faut reconnaître tous les aspects de cette histoire commune. Notamment, on avait commencé à le faire sous le précédent quinquennat avec Jean-Marc Ayrault qui a mis en place la Fondation pour la mémoire, de la mémoire contre l'esclavage et toutes ces questions. Mais je crois qu'il faut aller un petit peu plus loin et être plus au clair sur la façon dont on peut mesurer, par exemple, comment est-ce qu'on arrive à inclure à toutes les composantes de notre République. Quels sont les outils objectifs dont on peut se doter pour savoir comment on arrive à ce que chacun puisse se sentir chez lui en France, se sentir français, et pourquoi il y a de l'opposition chez nos jeunes, une opposition aussi forte chez ceux qui sont issus de l'immigration. Moi, je le vois en étant enseignant depuis 19 ans à Mantes-la-Jolie. Il y a eu une sorte de glissement, c'est-à-dire que de plus en plus, il est difficile pour eux de dire en premier « je suis avant tout français », avant de primer, de faire primer d'autres aspects de leur personnel, de leur identité. Et je pense que c'est important aussi de s'y pencher. Pour ne pas être trop longue et laisser du temps à la discussion, je voudrais vous dire que au Parti socialiste, je suis heureuse qu'on ait réaffirmé des principes aussi simples que la République est une et indivisible. Et que nous devons, d'aller travailler sur des outils pour que chacun se sente à sa place. De la même manière, je crois qu'il ne faut pas jouer le jeu de ceux qui instrumentalisent la laïcité, que ce soit d'un côté ou de l'autre, que ce soit celui de l'extrême droite ou encore les islamistes. Parce qu'on sait très bien que un des outils qu'ils utilisent, c'est justement cette laïcité. Soit en l'érigeant comme étant un espèce de totem qui leur permet de dire « vous êtes différents, donc vous ne respectez pas la laïcité parce que vous devez être uniforme pour être intégré ». Et ce n'est pas le modèle que nous avons choisi, je pense, à gauche. C'est pas celui de l'assimilation, c'est celui justement de l'intégration avec nos spécificités et le fait de respecter les individualités des uns et des autres. Et puis, ne pas tomber dans le piège de ceux qui, sous couvert de défendre justement la communauté musulmane ou d'autres, nous disent, vous voyez, votre laïcité, elle nous exclut parce qu'il y a les lois contre le port du voile, parce qu'il y a les lois qui disent qu'il ne faut pas de signes ostentatoires. Donc je pense que notre rôle, c'est de rappeler ce qu'est la laïcité, c'est de rappeler ce qu'est la République et avant tout de rappeler que nous sommes ici pour être tous ensemble et que nous devons veiller à ce que les valeurs qui sont les nôtres, à savoir la liberté, l'égalité et la fraternité, soient juste respectées par chacun d'entre nous. Voilà les quelques mots que je voulais vous dire et je reste bien sûr ouverte à la discussion pour pouvoir échanger avec vous. Très bien. Merci beaucoup, Dianaba, de cet exposé, en tout cas très pragmatique, pratique. Moi, je sens le vécu en plus, donc on sent le vécu avec ça. Et ça me parle beaucoup, comme je suis directeur de centre social, j'ai rencontré le même problème et du coup, mais en tout cas, merci, en tout cas, c'est clair. Ça permettra aux camarades tout à l'heure je suis sûr qu'ils ont déjà préparé 2-3 questions. Avec plaisir. Et j'ai oublié tout à l'heure de parler, j'ai dit que Yann Krombeck nous a rejoint. Je l'inviterai tout à l'heure à nous faire la conclusion parce qu'on est là ensemble jusqu'à 21h. Et puis, entre-temps, on fera des échanges. Donc, je passe la parole à Alain Blum, qui on remercie énormément aussi parce que Marc n'arrête pas de nous le dire, qu'il a fait un effort incommensurable pour être avec nous à l'heure parce qu'il avait autre chose à faire. En tout cas, merci d'avance et puis je te cède la parole pour 15 minutes. Oui, merci. Bonsoir à toutes et à tous et je suis très heureux d'être ici. Effectivement, je sors d'un bureau exécutif en distanciel de la LICRA avec des sujets, vous l'imaginez, assez chauds en ce moment. Moi, je pourrais reprendre nombre de propos de Dienaba de manière concrète. Je vais essayer d'allier du concret avec un peu des positions plus, on va dire, théoriques et d'histoire de la LICRA. Déjà, vous dire de là où je parle, moi je suis président de la LICRA Auvergne-Rhône-Alpes. La LICRA est une des plus anciennes associations antiracistes, création en 1927. Elle a traversé tous les affres du XXe siècle et du XXIe siècle.
et à chaque fois avec un fil rouge qui est effectivement la lutte contre l'antisémitisme et le racisme, ou le racisme et l'antisémitisme, peu importe l'ordre, mais l'équilibre est important entre les deux, même si aujourd'hui on vit des moments paradoxaux par rapport au racisme et à l'antisémitisme, j'y reviendrai un peu. Et elle a toujours défendu les valeurs de la République à toutes les époques, et la laïcité, c'est notre cœur, c'est notre ADN, que ce soit du temps du Front populaire, que ce soit du temps de la montée du nazisme, que ce soit du temps de la dissolution de la LICRA sous Pétain et de nombre de mises en résistance de responsables et de militants de la LICRA, que ce soit après la guerre sur la décolonisation, la ségrégation, alors la plus au niveau international, notamment aux États-Unis. Joséphine Baker était une ambassadrice de la LICRA. Le soutien au Refusnik quand il y a eu en Union soviétique de l'époque, l'apartheid en Afrique du Sud, et puis plus franco-français, la lutte contre les négationnismes, et particulièrement à Lyon, puisqu'on a été notamment à Lyon 3 aux avant-postes là-dessus. Et puis plus récemment, ce qu'on appelle, nous, le combat contre la tenaille identitaire. Et là, il y a effectivement à la fois l'islam politique, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, l'extrême droite avec des bottes de fer qui ne sont pas les mêmes, mais qui mériteraient, mais qui se retrouvent des fois, on l'a vu dans les manifs pour tous ou dans d'autres rassemblements où on les retrouve, et qui sont des vrais dangers tous les deux pour la République, bien évidemment. Très concrètement et de manière opérationnelle et en lien avec ce que disait Dienaba, la LICRA, elle intervient tous les jours et quotidiennement dans ce qu'on appelle, nous, l'éducation à la citoyenneté. Par exemple, sur la métropole de Lyon, c'est plusieurs milliers d'élèves qui aujourd'hui bénéficient de l'intervention de la LICRA en complément des enseignants à partir de la parole des élèves et autour du combat contre les préjugés. Donc là, on est aux avant-postes. Les professeurs le sont encore plus que nous, bien évidemment, mais en tous les cas, on est aussi aux avant-postes des évolutions. Et c'est vrai qu'on vit une période aujourd'hui qui est particulière. Enfin, elle est particulière depuis… j'ai su ce soir qu'il y a eu les peines qui ont été requises au procès Charlie, et quelque part… avant 2015, mais déjà de 2015 à aujourd'hui, c'est plus de 300 morts quand même sur le territoire français qui ont été victimes, souvent d'ailleurs de citoyens français qui sortaient d'actes terroristes et du cadre complètement plus que du cadre de la République. Et puis le point d'orgue, c'est effectivement ce qui s'est passé avec l'assassinat horrible de Samuel Paty, qui avait voulu simplement expliquer la liberté d'expression. Et cet acte terrible, effectivement, quelque part, elle met en exergue ce dossier brûlant, comme le disait Dienabé, mais c'est aussi, je ne sais pas si vous avez lu un très bon dossier dans Le Monde sur la laïcité et la passion française, qui montre qu'effectivement, ce sujet est à la fois brûlant et qu'il est nécessaire de le prendre à bras-le-corps. Alors aujourd'hui, il y a effectivement la loi de 1905, et la loi de 1905, et là je rejoins, elle doit être appliquée et appliquée complètement. En même temps, il y a un projet de loi aujourd'hui sur confortant les principes de la République. Alors à la LICRA, on est en train de travailler, on a mis en place un groupe de travail national pour proposer des amendements. On prend acte c'est quelque part, on pourra revenir dans le débat, hein, parce que moi j'ai les grands thèmes en tête et j'ai pas mal travaillé la loi. C'est quelque part pour un renforcement d'un certain nombre de volets de la loi de 1905 qui, du point de vue de la LICRA, sur certains aspects, pas forcément sur tous, sont nécessaires aujourd'hui du fait du contexte où, je rappelle le sondage qui est sorti par Charlie Hebdo après les événements récents, et ça c'est une vraie réalité. 59% des jeunes aujourd'hui adhèrent au principe, adhèrent certes au principe de laïcité, plus de 50%, mais 50% des jeunes ne souhaitent pas que l'on s'élève contre la critique des religions. Et cette question-là, et 36% de ce sondage-là, alors on n'a pas de statistiques ethniques en France, mais on suppose que c'est souvent des jeunes d'origine musulmane, mettent en avant les principes de la religion supérieurs aux principes de la République. Nous, ce qu'on dit à la LICRA par rapport à ça, c'est que
une réalité, un état des lieux, et à partir de là, on est en train de s'interroger sur la manière dont dont on intervient en classe. Ça ne veut pas dire qu'on intervient de mauvaise manière, mais c'est de prendre en compte la réalité telle qu'elle est aujourd'hui, qu'elle nous plaise ou qu'elle ne nous plaise pas. Là, en l'occurrence, ça nous plaît moyen. Et derrière, de pouvoir approcher les jeunes avec l'empathie, la bienveillance nécessaire pour toujours garder le cap de nos objectifs, mais en même temps, en prenant en compte les évolutions telles qu'elles se font. Dans cet atelier, à un moment, enfin, j'ai eu le corps de doctrine de l'atelier. Il y avait la question des promesses de la République et comment ces promesses-là, aujourd'hui, elles peuvent se décliner. Moi, je dirais que la République, aujourd'hui, c'est un acquis absolument incontournable et à défendre avec bec et ongle, mais elle est, et on le voit à partir d'un certain nombre de pays qui vacillent dans l'illibéralisme ou dans d'autres modèles, elle est fragile et précaire quant à l'application de ces principes. La liberté et l'égalité, le diptyque, c'est un combat de tous les jours et de tous les instants. Dans son application, mais sa mise en œuvre, c'est aussi dans une application institutionnelle, politique, économique et sociale. Mais le troisième terme du triptyque républicain, qui est la fraternité, de notre point de vue, c'est le plus beau terme, mais c'est aussi le parent pauvre du pacte républicain. Et nous, on dit souvent à la LICRA, on a une société plus fraternelle. Et la fraternité, ça nous appartient à tout un chacun, à vous, à moi. Et il convient de le réhabiliter dans toute société de ce nom, parce que la fraternité, ça nécessite une obligation de solidarité. Ça se traduit par l'existence de dispositifs nécessaires mais impersonnels. La fraternité, elle donne à la solidarité une chaleur affective. Elle est ce qui vient corriger les insuffisances d'une égalité de droit et d'une liberté qui ne peut être que formelle lorsqu'on n'a pas les moyens d'exercer. La fraternité, ce qui introduit la chaleur dans l'espace républicain, c'est dans cette optique que s'inscrit la lutte de la LICRA pour une société plus fraternelle. Et cette notion de fraternité, ce qui est très intéressant par rapport à l'égalité et à la liberté, c'est que ça nécessite une posture individuelle qui résonne dans un devoir de citoyen. Donc, la fraternité, ça se conquiert tous les jours et ça se transmet et ça devrait procéder d'heureuses contagions. Est-ce que dans le petit papier que m'a fait passer Marc Cachard, il y avait la question de est-ce que la République protège ses citoyens? Alors là-dessus, j'ai essayé de trouver deux, trois pistes de réponse. Moi, la République, on vit quand même en France dans une République qui s'est constituée un peu dans la douleur, mais ce pouvoir régalien qu'est la République, ça peut s'exercer dans trois domaines, importants en tous les cas: la sécurité, la lutte contre les communautarismes ou séparatismes. Aujourd'hui, on parle beaucoup de séparatisme, mais l'égalité des chances. Et nous, on pense que c'est à partir de ce triptyque que la République exerce une protection vis-à-vis des citoyens. Et la question de l'égalité des chances, par exemple dans le projet de loi sur les séparatistes, dont on reviendra peut-être dans les questions, il y a tout un volet contraignant de renforcement de la loi de 1905, mais la première analyse de la LICRA, c'est de dire que s'il n'y a pas un deuxième pilier qui travaille sur les discriminations, sur la cohésion sociale, sur le fait de permettre à l'ensemble de la majorité, par exemple des musulmans en France, de trouver aussi leur place dans la société en tant que citoyens français, c'est absolument incontournable d'avoir un deuxième pilier. Donc le triptyque, effectivement, la protection, est-ce que la République protège les citoyens? La question de la cohésion sociale est fondamentale. On vit dans une période aujourd'hui où malheureusement les démocraties peuvent vaciller. Notre société, elle est traversée par de forts courants identitaires et essentialistes. Et Dienaba parlait du fait de jamais essentialiser les choses, mais aujourd'hui, malheureusement, dans les débats, il y a des essentialisations perpétuelles qui se font. L'islam politique en est un exemple, mais on pourrait aussi parler de ce qu'on appelle les mouvements néocoloniaux. Dienaba faisait référence au fait que le PS n'ait pas participé le 10 novembre dernier aux marches contre l'islamophobie. Les mouvements néocoloniaux qui se disent antiracistes, pour nous, c'est une forme
en tous les cas, de racisme ou pour le moins de communautarisme qui peut être très dangereux par rapport à l'aspect démocratique. Et je rejoins assez Dienaba aussi pour dire que, quelle que soit l'origine que l'on ait, à un moment donné, on ne doit pas être les deux pieds englués dans une origine et que l'identité est multiple et qu'au cours d'une vie, se revendiquer que d'une identité, c'est quelque part, ça peut conduire à des formes de séparatisme ou de communautarisme. Et puis, il y a évidemment un danger sur la démocratie qui peut vaciller, c'est évidemment l'extrême droite, même si aujourd'hui elle essaye de se ripolliner à travers Marine Le Pen, mais il y a une arrière-cuisine qui est toujours la même. Et à Lyon, on est bien placé pour savoir que les courants identitaires qui sont très prégnants dans notre ville sont des dangers pour la démocratie. Alors, puisque là, je suis au sein du Parti socialiste, envers qui, avec nombre d'entre vous, j'ai beaucoup de sympathie, je dirais quand même que dans les débats qu'ont traversé la gauche ces dernières années, il y a quand même des débats autour de la laïcité. Alors, il y en a qui appellent ça de la laïcité rigoriste, laïcité ouverte. Nous, on a des critiques à faire sur l'Observatoire de la laïcité tel que c'est conduit aujourd'hui. Ça reviendra peut-être dans le débat. Mais en tout état de cause, dans une période aussi mouvementée que celle que l'on vit, il y a nécessité de clarifier un certain nombre de choses. Moi, j'ai longtemps travaillé, par exemple, dans les collectivités sur la politique de la ville. Je me souviens très bien, et puis qu'il y a deux types de postures. Il y a effectivement de casser la ghettoisation, d'amener de l'économique, du social et de l'urbain, et beaucoup plus du social et de l'économique, parce que l'urbain, ça pose la question du peuplement après, où il y a beaucoup de populations qui quittent ces quartiers. Mais derrière, moi, j'ai souvent senti des courants un peu idéologiques qui, à partir du fait que quelqu'un est victime, avait une posture liée à la victimologie qui pouvait derrière glisser sur des choses qui ont conduit à des formes d'accommodement qui aujourd'hui nécessitent d'être… Alors là aussi, j'essentialise pas du tout quand je dis ça, je dis simplement qu'il y a des débats à gauche qui nécessitent d'être clarifiés sur la question de la laïcité, sur la question de l'islam radical et sur la question avec qui on combat, avec qui on manifeste, et peut-être de se donner des lignes rouges et quelques guides là-dessus. Après, sur la loi de 1905, très rapidement, par rapport, je suis complètement d'accord qu'il y a une nécessité de l'appliquer totalement et qu'aujourd'hui, il y a des écarts, il y a des applications qui ne seront pas comme elles devraient se faire. Après, nous, sur le projet de loi tel qu'il va se discuter, il y a sûrement des choses qui sont, sur lesquelles on est assez d'accord. Par exemple, je donne 2-3 exemples. La question de la neutralité des agents des services publics, le fait que le projet de loi propose que les délégataires de services publics, et on a vu récemment des chauffeurs de bus ou d'autres, la question de la neutralité et la question de pouvoir les soutenir quand il y a des débordements liés à la laïcité, c'est une bonne chose pour nous. Le fait aussi que quand des associations reçoivent des subventions publiques, il y a un engagement de respecter les valeurs républicaines. Là aussi, ça nous semble, non seulement ça nous semble important, mais nous, on irait même plus loin parce que dans certains domaines comme le sport ou le football amateur, où il y a de la communautarisation très forte, on serait très partisan de mettre en place avec les collectivités. On le fait en Île-de-France et on essaye de le faire ici avec on a proposé à la métropole, c'est de permettre à ces clubs d'avoir des référents laïcité qui puissent permettre à un moment donné de casser des formes de communautarisme qui peuvent exister dans le sport amateur et particulièrement le football. Donc la question du renforcement du cadre des associations sur ces aspects-là nous paraît intéressant. Sur le volet éducatif, je sais que le Conseil d'État a un peu cassé le fait que le fait de faire l'école à domicile, aujourd'hui, il faudra déclarer la manière dont on le fait. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il peut y avoir un risque de ne pas respecter effectivement les principes de l'école républicaine. Je crois qu'il y a à peu près 5000 gamins qui aujourd'hui ont de l'école à domicile par des
fait soit par des sectes, soit par de l'islam radical. Donc là-dessus, il y a nécessité de cadrer complètement de ça et voire de l'interdire. Après, il y a tout ce qui tourne autour de la haine en ligne, et je crois que ça, c'est un des dossiers. Nous, on a été beaucoup déçus que la loi Avia, qui a été présentée au Parlement, ne soit pas allée au bout et soit refait toquer par le Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, ce qui est arrivé, quand on fait le processus de ce qui est arrivé à Samuel Paty et quand on voit la manière dont les réseaux sociaux se sont emballés, c'est certainement, et la justice l'a pointé, le point faible. On a actuellement, et je ne donnerai pas les noms, à la LICRA, par exemple, un président d'une section qui est intervenu très récemment dans une classe et qui a contesté un peu le terme islamophobie en disant que sémantiquement, c'est avoir peur de l'islam. Et il mettait en avant que il faut se battre contre tous ceux qui sont anti-musulmans, mais il avait des réserves sur cette islamophobie. Et il a eu le malheur de dire aux élèves qui ont enregistré ses propos que ça lui faisait penser à la peur des araignées, ce qui n'était pas très délicat de sa part, de mon point de vue. Et actuellement, il se fait attaquer dans les réseaux sociaux et ça s'emballe complètement. Ce que je veux dire qu'à un moment, c'est qu'aujourd'hui, on vit une période où les tensions sont extrêmes sur un certain nombre de points et qu'il y a nécessité d'être très pédagogique dans la manière dont on approche un certain nombre de thèmes, même si nous, on est persuadé que ces thèmes-là peuvent se démonter, mais la manière de l'amener doit être prise avec beaucoup de précaution. Voilà un peu. Après, il y a tout un volet sur la loi, sur le contrôle des cultes et la police des cultes, mais on pourra y revenir dans le débat. Moi, je crois qu'il y a aussi, par rapport à la laïcité, un phénomène qui est lié un peu à la mondialisation et aux réseaux sociaux. Récemment, on a vu dans la presse américaine une lecture de l'assassinat de Samuel Paty, où il renvoyait dos à dos, dans un premier temps, le New York Times, l'auteur et la victime. Et il y a eu dans le Times récemment un article autour de la sœur de Traoré, qui était en première du Times. Et là, je trouve qu'il y a un effet mondialisation où la laïcité, comme je le disais, passion française, quelque part, il y a des effets où des jeunes aujourd'hui peuvent être très sensibles à une approche très anglo-saxonne qui n'est pas la même que la nôtre, même si fondamentalement, il y a des pays anglo-saxons qui appliquent la laïcité sous d'autres formes. Et du coup, ça amène des courants contraires par rapport à la manière dont on veut faire vivre et protéger la République, les valeurs de la République et la laïcité à la française. Donc ça, c'est une vraie question qu'il nous semblait important de traiter. Par rapport à... nous, ce qu'on constate dans les écoles, c'est que la laïcité est souvent ressentie par des jeunes comme une contrainte et pas comme une liberté. Alors que la laïcité, quand elle a été construite, c'est vraiment un principe de liberté, un principe de développement du sens critique, une éthique de la responsabilité individuelle. Donc tout lié depuis le siècle des Lumières où ça s'est bâti de brique en brique. Et aujourd'hui, il y a un ressenti, là aussi sans essentialiser, qui est souvent négatif par rapport à ça. Donc là, il faut aussi essayer d'avoir des approches très pédagogiques pour montrer qu'aujourd'hui, la laïcité, c'est une vraie chance de sortir, d'allier ses origines avec des principes de liberté, de développement du sens critique, de séparer la sphère privée de la sphère publique au niveau de la religion, mais c'est un travail qui, dans un contexte qui est relativement compliqué aujourd'hui, et du coup, ça nécessite là aussi de le prendre en compte. Et nous, dans la période actuelle, il convient de notre point de vue d'armer énormément les enseignants. On a la chance de faire partie du comité laïcité du rectorat sur les formations laïcité que développe le rectorat au niveau de la région. Il y a seuls 6% des enseignants qui ont été formés à la laïcité. Et de notre point de vue, il faut absolument former dans les établissements, armer l'ensemble des enseignants sur ces questions-là et pas que les enseignants d'histoire-géographie. Et tous les acteurs éducatifs. Et c'est ce que je voulais dire, tous les acteurs d'éducation populaire
afin de développer de développer des politiques publiques qui valorisent les actions Voilà. susceptibles de positiver les valeurs de la République. Alors, on pourra peut-être, je ne voudrais pas te couper comme Ouais, vas-y. ça, mais on pourrait peut-être compléter parce que le temps passe vite. Et le but du jeu, ouais, félicitations, franchement, bravo, bravo de cet exposé encore, oui, de ces paroles. Enfin, en tout cas, le tour est complet pratiquement. Tu as fait le tour complet pratiquement de la question qu'on se posait, et sur la République, et sur la laïcité, cette République protectrice, cette laïcité, liberté de conscience, égalité de tous vis-à-vis des droits et des devoirs. Merci vraiment pour cet exposé, pour cette intervention. Je vois que les questions déjà elles fusent, donc il y a déjà pas mal de questions et le but du jeu c'est qu'on échange. On a 3 quarts d'heure pour échanger. J'ai vu Malika qui a posé des questions, Christiane aussi, mais on avait 2 questions des questions aussi qui ont arrivé par mail. Et si vous permettez, hein, on y reviendra là-dessus, ou alors peut-être on prend on les mettra plus tard, enfin c'est comme vous le souhaitez. Enfin, voilà. Donc j'ai vu que Dianaba voulait répondre à Christiane. Je ne vois pas tout le monde. Si vous voulez prendre la parole, on est 32. Non, on vient d'être à 34. C'est très bien, c'est une très bonne moyenne. Et du coup, si vous voulez prendre la parole, soit vous posez la question dans le chat, soit vous dites parole. Et à ce moment-là, voilà, et les collègues m'aideront parce que je n'ai pas tout l'écran. Je n'ai pas tous les 34. Et donc, du coup, on commence par Dianaba qui répondra à Christiane qui a posé la première question tout à l'heure. Dianaba, tu m'entends? Oui, oui, je vous entends. Alors, juste sur la loi sur les séparatismes, pour vous donner un peu les éléments de contexte, le discours a eu lieu chez moi, au Murau. Donc Emmanuel Macron est venu faire son discours dans ma ville pour justement une sorte de réaction. On n'était pas très loin après l'assassinat terrible de Samuel Paty. Et il y avait un peu comme en 2015 ce sentiment que peut-être l'État n'était pas à la hauteur parce qu'il n'arrivait pas à défendre et à protéger, puisque comme l'a rappelé très justement Alain Blum, une des premières, comment dirais-je, mission de l'État, c'est de protéger et que les gens puissent se sentir en sécurité. Et donc, ce projet de loi contre les séparatismes, à mon sens, il a fait le bon diagnostic, mais il y a quelques écueils. Quels sont ces écueils? C'est que vous ne pouvez pas dire qu'il y a de la ghettoisation, vous ne pouvez pas dire qu'il y a un certain nombre de, comment dirais-je, de raisons endémiques qui font qu'on va vers les séparatismes, et puis ne pas vous donner les moyens de lutter contre ces diagnostics. Par exemple, aujourd'hui, si on fait le point sur la politique de la ville de l'actuel gouvernement, on est au point mort. Quasiment rien n'a été fait. Le rapport Borloo a été jeté à la poubelle, alors que le président Macron lui-même avait demandé à ce qu'il y ait une consultation à laquelle d'ailleurs mon maire a participé pour donner justement un certain nombre de préconisations pour lutter contre ces séparatismes, notamment dans les quartiers populaires. Je vais du coup en profiter pour répondre aux 2 aspects de la question. Sur la ghettoisation, qui les a construits? On va être très clair, ce sont des politiques publiques, souvent ce sont des maires qui ont concentré à certains endroits une certaine population. Parce qu'ils se sont dit, on va les mettre là, comme ça on va être tranquille. C'est ce qui s'est passé par exemple au Murau. On a des quartiers entiers où nous avions des personnes qui étaient tous de la même origine géographique. Et cela couplé aux problèmes, comment dirais-je, d'ordre catégorie socio-professionnelle, c'est-à-dire que vous n'aviez un seul type de population au même endroit. Moi, j'ai vu les choses se dégrader. J'ai grandi dans un quartier où, au départ, nous étions très mélangés, les uns et les autres. Et puis, petit à petit, les gens ont eu les moyens, entre guillemets, d'acheter une maison, de partir, de changer de quartier, parce qu'ils se sont élevés socialement. Et comme ils se sont élevés socialement, ils ont quitté le quartier. Et le quartier, petit à petit, s'est paupérisé. Et vous avez le cas aussi même dans des zones rurales, où petit à petit, il y a une espèce de désertification, où restent seuls ceux qui n'ont pas les moyens d'aller ailleurs. Donc, je crois qu'il faut que chacun prenne ses responsabilités. Il y a eu aussi des discours que moi je qualifie de victimaires, qui ont nourri
toute une génération, on disait « Ah, mais en même temps, c'est pas de leur faute, vous avez vu dans quelles conditions ils vivent. » On excusait tout et n'importe quoi pour des raisons clairement électoralistes. Et moi, je pense que la gauche, de ce point de vue-là, elle doit aussi balayer devant sa porte, parce qu'on ne peut pas prétendre vouloir, comment dirais-je, émanciper les gens si vous les enfermez dans des cases. Ça, c'est pas possible. Si vous voulez que les gens s'émancipent et que les gens se sentent pleinement appartenir à la République, il faut aussi pointer lorsque ça ne va pas et leur dire le fait, il n'y a pas de déterminisme social. C'est ce que je dis à mes élèves, moi, en classe, c'est que je leur dis, je suis l'exemple qu'il n'y a pas de déterminisme social. J'ai grandi au Mureau, je suis une femme, je suis de confession musulmane, mon père n'a jamais été à l'école et pourtant aujourd'hui, je suis face à vous, je suis enseignante, je suis une élue de la République et j'ai fait des choix. Et là-dessus, il faut aussi revenir sur des choix individuels. Mais ces choix individuels, ils sont guidés par quoi? Par cet accompagnement à la citoyenneté, par cette éducation à la citoyenneté, où Alain Blum l'a très justement rappelé, ce n'est pas seulement l'école. Il y a aussi tout ce temps que vous ne passez pas à l'école. Mon maire a coutume de dire que l'école, c'est 150 jours par an. Le reste du temps, les gens sont à l'extérieur. Et la nature a horreur du vide. C'est aussi par là que vous avez eu des radicalisations ou du communautarisme. C'est via des associations, aussi des activités qui ont été prises en charge par des personnes qui, eux, n'ont pas les mêmes valeurs que nous sur la République. Donc, je pense que le travail sur la mixité sociale, c'est quoi? C'est une politique de logement volontariste où on mélange, c'est-à-dire que quand vous cassez, par exemple, on a eu l'ANRU, la rénovation urbaine, où on a cassé des bâtiments, etc., ça veut dire aussi que lorsque vous relogez les gens, vous ne prenez pas toute la cage d'escalier et vous les remettez à un autre endroit, parce que du coup, vous ne faites que déplacer le problème. C'est veiller à ce que lorsque vous attribuez un logement, vous veillez aussi à la mixité sociale, parce que s'il n'y a pas de mixité sociale au niveau du logement, il n'y en aura pas dans les écoles. Et donc, vous allez avoir aussi des stratégies d'évitement de certains parents pour ne pas mettre leurs enfants à tel ou tel endroit. Donc, ça veut dire que vous allez continuer à accroître justement cette ghettoisation. Moi, je pense que la loi sur les séparatismes, si effectivement on va au bout des déclarations qui ont été faites par le président de la République, elle va dans le bon sens. On ne va pas s'opposer pour s'opposer. Maintenant, je pense qu'il faut avoir une vigilance particulière sur le fait que, il ne faut pas stigmatiser. Il faut lutter contre tous les séparatismes et en plus, il faut s'attaquer aux causes profondes de ces séparatismes, c'est-à-dire casser les ghettos, travailler sur l'école de la République, comment on redonne de la valeur à l'éducation populaire et comment on remet du service public de proximité là où il n'y en a plus. Parce que, pour reprendre quelque chose que m'avait dit un des représentants syndicaux de la police que j'avais croisé en plateau, il dit « La police est souvent le dernier service public qui est encore présent dans certains quartiers ». Et ça, ce n'est pas admissible. Si vous avez ce type de rapport à la République, forcément, vous allez aller vers du séparatisme. Voilà pour moi, pour ne pas être trop longue. Merci Dianaba. Est-ce que quelqu'un peut répondre à la question de Malika sur l'essentialisme? Peut-il faire le lit du communautarisme? Ou peut-être, Malika, tu peux repréciser peut-être ta question aussi ou la compléter? Ou l'étayer? Dienaba l'a déjà un petit peu abordé, D'accord. Et M. Blum également. Moi, je pense qu'effectivement, Dienaba l'a dit, l'essentialisme, essentialiser les gens, les ramener à qu'une seule partie de leur identité, c'est ce qui, par la suite, en tout cas pour moi, c'est comme ça que je le vois, peut faire le lit du communautarisme. Maintenant, je peux partager cette remarque avec vous et qu'est-ce que vous pouvez en dire de vos places respectives? Moi, ce que je peux dire là-dessus, c'est que à tête renversée, l'essentialisation, c'est instrumentalisé par nombre d'associations radicales pour engluer les gens dans leurs origines et leur permettre de ne pas en sortir. Et je pense que le danger de l'essentialisation… Alors nous, il faut qu'on se garde toujours d'essentialiser quelques pans de la population et de les ramener à une origine ou à une identité, mais par contre,
il y en a que ça arrange bien d'essentialiser les choses et d'ailleurs le langage des identitaires de tout poil, c'est un langage d'essentialisation. C'est ça. Ouais, je partage totalement. C'est-à-dire que on a aussi cette et Merci. Alain, Alors, avant peut-être de passer. vas-y. Excuse-moi. Non, vas-y, finis, Diana. Oui, je disais, là où je rejoins totalement Alain, c'est que on a quand même, depuis quelques années, et moi je trouve ça inquiétant, de plus en plus de mouvements qui se disent antiracistes, mais qui finalement ne discutent qu'entre eux. Vous ne retrouvez à l'intérieur de ces groupes que des gens qui appartiennent soit à une même origine, soit à un même, qui partagent des traits en excluant les autres. Et donc, du coup, je pense que les indigénistes, comme on peut les appeler parfois, ce sont des mouvements assez dangereux parce que, comme je le disais, on ne peut pas prétendre défendre une minorité ou un pan de la société en l'excluant de facto de la République. Et ça, c'est dangereux. Et je pense qu'on va avoir une vigilance particulière à ce niveau. Avant de passer peut-être à une question sur la politique de la ville d'Yves, le pape, Pierre, peut-être tu peux nous dire les 2 questions qui sont arrivées par mail ou 3, je ne sais Ouais, il y avait 2 questions d'abord, du coup. plus combien. Je vais lire la Si première. ça correspond. Ouais, la première qui était d'Yves Le Pape, qui vient d'être un peu posée aussi dans le chat, mais du coup, je relis parce qu'il avait pris le soin de me l'écrire. C'était: pensez-vous, comme je le crois, qu'il est judicieux de faire évoluer l'observatoire de la laïcité et de concevoir une nouvelle structure mieux adaptée aux conditions actuelles du combat laïque? Sur le terrain, dans le Rhône et la métropole, y a-t-il des territoires ou des institutions où le combat pour la laïcité est particulièrement difficile? Localement, retrouve-t-on les mêmes différences de sensibilité dans le combat laïque que l'on perçoit au niveau national et dans les médias? Voilà, c'est la première question qui portait du coup notamment sur l'Observatoire de la laïcité. Enfin, moi, je veux bien rapidement sur l'Observatoire de la laïcité. Nous, on est beaucoup en friction avec Caden là-dessus parce que quelque part, comment dire, quand je parlais d'accommodement raisonnable et ce que disait tout à l'heure Diana Bass sur un certain nombre de positions qui peuvent être limites, l'Observatoire de la laïcité très souvent est dans ce registre-là. Et à un moment donné, il y a eu une rencontre récente entre le président de la LICRA et le président de la République, où Mario Stasi, président de la LICRA, mettait en cause l'Observatoire de la laïcité. Manifestement, la fin du mandat de Caden arrive en avril et il me semble qu'il devrait y avoir une réforme en la matière. Et ce que disait Yves Le Pape, c'est effectivement, en tous les cas, pour ce qui est de la LICRA, il y a une volonté de redéfinir un peu le rôle. Alors, je ne sais pas si ça doit s'appeler observatoire ou autre, mais en tous les cas, de le rendre beaucoup plus en lien avec les combats tels qu'on les mène et tels qu'on l'a dit ce soir. Et aujourd'hui, la posture de l'Observatoire de la laïcité, c'est une posture qui nous apparaît très souvent victimaire, comme le disait Dienaba, vis-à-vis avec un tropisme énorme par rapport aux victimes que sont les populations musulmanes, même si elles sont victimes elles-mêmes. Leur posture ne les aide pas forcément à en sortir et souvent il y a des débats qui sont tronqués, menés par l'Observatoire sur ces questions-là. Pour compléter ce que dit Alain, sur l'Observatoire de la laïcité, le Parti socialiste a fait la proposition d'avoir plutôt un défenseur de la laïcité dans le même ordre d'idée de ce qu'on a sur le défenseur des droits, parce que justement, on estime que l'Observatoire a pu parfois avoir des positions qui pouvaient être discutables. Je crois qu'il ne faut pas... pour sortir justement de ces considérations où une partie de nos concitoyens de confession musulmane se sentent attaqués, stigmatisés, notamment lorsqu'il y a des attentats où on leur demande de manière quasi systématique de se désolidariser des actes de barbarie, alors qu'ils sont eux-mêmes le plus souvent les premières victimes de ces actes odieux.
il ne faut pas non plus tomber de l'autre côté, c'est-à-dire de tout voir sous le prisme d'un discours anti-musulman. Parce que si vous faites ça, c'est-à-dire que vous nourrissez une rancune et une sorte de séparatisme, là, du coup, de fait, en disant, vous voyez, parce que vous êtes musulman, ils ne vous traiteront jamais de la même manière que les autres citoyens français. Moi, je le vis au quotidien en tant qu'enseignante, je fais toujours très attention lorsque je discute avec mes élèves, où ils me disent oui, mais de toute façon, madame, vous voyez, c'est normal, c'est parce qu'on est noir, parce qu'on est arabe, mais c'est parce qu'on est musulman. Je leur dis non. Posez-vous la question de savoir est-ce que vos agissements auraient été traités de la même manière si vous aviez été d'une origine différente. Déjà. Et puis, est-ce que vous vous posez pas déjà dans une position où, de toute façon, quoi qu'on vous dise, vous vous sentez attaqué? Et puis, vous l'avez très bien rappelé, le fait est, c'est que la laïcité, moi, avant que j'aborde le cours, souvent pour eux, la laïcité, c'est quoi? C'est tout ce qui, justement, leur reproche en tant que musulmans d'afficher leur religion. Et je leur rappelle que la loi de 1905, c'était quoi? C'était la séparation de l'Église et de l'État, et ça concernait qui? Ça concernait les catholiques. Et ça concernait justement le fait de protéger les protestants et de pouvoir protéger chacun en disant il n'y a pas une seule religion qui doit être une religion d'État. Et justement, pour assurer la neutralité, on a fait cette séparation de l'Église et de l'État. Et je le rappelle, je dis, vous savez, c'est cette loi qui vous permet aujourd'hui de pouvoir avoir des lieux de culte, qui vous permet aujourd'hui de pouvoir pratiquer, etc., de venir à la même école que vos camarades. Et c'est cette loi qui permet aussi de ne pas faire de différence entre vous. Et je crois que, justement, il y a, comme j'ai vu passer dans le chat, il y a un problème de formation. Et ça, sur tout le corps enseignant, mais pas seulement. Je pense que toute personne qui est en contact avec la jeunesse, toute personne qui est en contact dans le service public doit avoir une formation solide sur ce qu'est la laïcité. Encore faut-il que même entre nous, nous soyons clairs sur la définition de ce qu'est la laïcité. Merci Dianaba. Je pense dans les réponses que font les invités, certains peuvent trouver des réponses partielles, d'autres. Voilà. Mais je vais suivre le chat, tout simplement. Il y avait Yves Le Pape qui parlait de la politique de la ville et ses résultats, mais vous avez fait allusion aussi un petit peu à ce qu'il faut compléter ou pas. Je vous laisse le choix. Et après, il y a Michel Edric, je sais qu'elle veut prendre la parole. Si c'est en lien avec la politique de la ville, peut-être. Oui. Après, on reviendra. Il y a Bernard aussi qui a écrit un truc. Il y a beaucoup de choses. Michel, prends la parole si c'est par rapport à la politique de la ville qui rejoint la question d'Yves Le Pape. Parce que je sais laïcité et politique de la ville. Voilà. Laïcité et politique de la ville. Bonjour à vous. Alors moi, je vais vraiment m'exprimer à la fois du point de vue de la maire adjointe chargée de la politique de la ville des quartiers en difficulté que je suis, mais aussi de l'enseignante de 25 ans au lycée professionnel. Donc, bonjour ma chère collègue, mais effectivement une dizaine d'années aux Minguettes, au lycée Jacques Brel, et effectivement avec toute la population que notre camarade connaît bien. Alors, il y a mon point de vue est le suivant, et je voudrais bien avoir votre avis dessus. Bien évidemment, loin de ma pensée de heurter quiconque par rapport à mon point de vue, mais c'est mon point de vue. Alors, je voudrais dire la première chose, c'est que cette loi sur la laïcité qui existe aujourd'hui à la fois sur la 1905, mais aussi la loi sur la laïcité qui est arrivée plus tardivement à l'éducation nationale, je voudrais dire d'abord que cette loi finalement ne s'adresse qu'à l'école laïque, publique, qu'à l'école publique. Et moi, j'ai un vrai problème avec cela. Parce que finalement, cette question de la loi de la laïcité, on nous a demandé, nous les enseignants, de faire en sorte d'appliquer cette loi sur la laïcité de manière extrêmement compliquée, mais surtout très seule, très très seule. Et que toutes les questions qui sont abordées ce soir, nous, on nous a demandé, dans une loi extrêmement vague, très très vague, et on a demandé aux enseignants de se positionner face à des situations difficiles dans les classes, difficile, mais bien évidemment, la direction et notre institution ne pouvaient pas dire qu'elle était très courageuse et téméraire en la matière, et que moi, je trouve que les enseignants ont été plutôt très, très seuls à gérer cette question-là.
Donc moi, ma question, elle est toute simple. Si effectivement on considère que la loi 1905 a visé la séparation de l'Église et de l'État, pourquoi aujourd'hui avons-nous encore, cautionnons-nous encore aujourd'hui la question de l'école privée, même si, qui est sous contrat et donc qui est validée par l'État et qui donne la possibilité d'enseigner du catéchisme à l'école? C'est une vraie question pour moi, parce que je me dis, si on doit tout remettre sur la table, si aujourd'hui on décide que cette loi sur la laïcité doit être revue dans toutes les facettes, alors il faut aussi que l'on pose cette question-là. Parce que je ne vois pas pourquoi une seule dérogation, alors que la loi 1905 prônait justement la séparation entre l'Église, donc le catholicisme, et l'État. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, de manière un peu hypocrite, l'État cautionne cette possibilité dans certaines écoles privées? Alors, si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, alors l'État doit devoir cautionner l'enseignement de la Torah ou du Coran dans des écoles, de manière facultative, me dit-on, puisqu'apparemment c'est facultatif. Il faut qu'on pousse le bouchon loin pour comprendre qu'aujourd'hui, tel que notre système fonctionne, il y a quand même un certain nombre d'interrogations. La deuxième chose que je voulais dire simplement, c'est qu'au niveau de l'école, et je rejoins bien ma camarade à ce niveau-là, les enfants de ces quartiers sont de toute façon stigmatisés comme des enfants du quartier. Ils vont aller à l'école primaire, au collège, et aujourd'hui, la carte scolaire fait que de toute façon, ces enfants iront au lycée du quartier. Et qu'à aucun moment on donne la chance à ces enfants qui pourraient faire des études un peu différentes, de sortir du quartier, d'aller dans des lycées un peu éloignés, dans les villes où l'on pourrait proposer l'accueil de ces enfants-là. Pourquoi est-ce que nous restons sur cette carte scolaire extrêmement stigmatisante et qui aujourd'hui, à mon sens, produit quelque part du communautarisme poussé, volontaire, parce que ces enfants et ces jeunes, n'ayant comme repère que le quartier pour évoluer, font fi de la laïcité, parce que pour eux, à mon avis, ce n'est pas leur problème. Par contre, ils sont très heureux de se retrouver ensemble, de vivre des codes ensemble, de vivre les mêmes problématiques sociales et éducatives ensemble, et du coup se retrouvent à travers des codes et sont bien évidemment des proies beaucoup plus faciles pour les communautarismes et pour les extrêmes. Donc voilà, moi je suis interrogative sur cette question. Alors, ce n'est pas du tout la question de l'école publique et privée, c'est la question de la laïcité qui est finalement imposée et posée qu'à l'école publique. Et là, moi, j'ai une vraie question et je voulais avoir votre sentiment là-dessus, votre regard sur ce raisonnement-là. Merci de m'avoir écouté. Merci à toi. On y va pour les réponses ou… Ouais, on peut. Allez. Alain, tu réponds avant ou je veux juste… je ne suis pas sûr qu'un gouvernement aujourd'hui veuille rallumer la mèche du débat école privée, école publique. Ça, c'est, même si on peut adhérer à un certain nombre de propos de Michel, moi je dirais que par exemple dans les interventions de la LICRA, on est très souvent sollicité dans les écoles publiques bien évidemment, mais aussi dans les écoles privées sur ces questions-là. Et puis la question de la carte scolaire telle qu'elle est posée, elle est fondamentale parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans les écoles privées? C'est qu'il y a une hémorragie d'un certain nombre de jeunes qui vont dans les écoles privées non pas par choix au départ, enfin par choix, par conviction religieuse, mais parce qu'à un moment donné, il y a effectivement du fait de la carte scolaire un certain nombre de collèges, surtout des collèges, qui aujourd'hui amènent les parents à les mettre dans les écoles privées. Donc c'est des situations qui sont totalement liées à la carte scolaire et à la nécessité de travailler sur la mixité sociale et donc la mixité éducative derrière. Et puis peut-être un petit mot sur les écoles juives, puisque nous on a pas mal travaillé aussi là-dessus, c'est que là aussi c'est souvent des situations subies. Si on prend l'exemple de Villeurbanne où il y a des écoles juives, nous on a fait des enquêtes là-dessus et très souvent
l'antisémitisme tel qu'il se développe dans certains quartiers, et ça c'est un des paradoxes qui existent depuis malheureusement une vingtaine d'années, fait que des enfants de confession juive se font très facilement agresser ou subissent de l'antisémitisme qui font qu'il s'installe une forme de crainte qui amène les parents là aussi à les mettre dans des écoles confessionnelles, soit catholiques, soit juives, par rapport à cette incapacité à faire cohabiter un certain nombre de personnes d'origines différentes. Ouais, là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'effectivement, concernant le problème entre l'école publique et l'école privée, je partage ce que tu disais, cher collègue Michel, c'est qu'on a été très longtemps très seul face à des injonctions, en plus parfois contradictoires, sur comment faire respecter les principes de laïcité au sein de notre classe. Parce que quand vous avez des remises en cause du programme, de votre autorité parce que vous êtes une femme, parce qu'on vous dit que ce n'est pas à votre place et que vous devriez être chez vous, ce qui m'est arrivé avec certains élèves, vous devriez être chez vous à garder vos enfants parce qu'au moins comme ça, vous seriez une bonne musulmane plutôt que d'être là à leur casser les pieds, et que votre hiérarchie vous dit « Ah, c'est un ado, il faut gérer et faut faire avec ». Je pense qu'on a été très souvent, on s'est senti seul face à cela, et il a fallu gérer avec les moyens du bord. Il y a des gens qui se sont sentis, moi je me sens suffisamment armée pour pouvoir leur répondre, et en toute transparence, je me dis que j'ai la bonne couleur pour pouvoir les envoyer bouler parce qu'on ne peut pas me taxer de racisme, alors que certaines de mes collègues ne pouvaient pas le faire. Donc je crois que là-dessus, il y a un déficit et un désengagement de l'État, en tout cas du ministère de l'Éducation nationale, sur le soutien aux enseignants, sur les moyens mis en œuvre pour pouvoir répondre à ce type de contestation. Et malheureusement, l'exemple de notre collègue Samuel Paty est un exemple criant des dysfonctionnements qu'il peut y avoir et de la solitude qui peut être celle d'un professeur lorsqu'il est face à une situation qui dérape parce qu'elle est instrumentalisée soit par des parents. Il y a quand même des collègues à lui qui ont dit clairement qu'ils désapprouvaient la façon dont il avait fait le cours et qui avait été dans le sens des parents qui s'étaient plaints. Moi, je crois que l'école privée, l'école publique, chacun peut rester à sa place, c'est pas le problème. Ce qu'il faut faire, c'est que dans l'école de la République, il faut absolument que nous ayons les moyens de l'équité, les moyens d'une école qui soit une école de qualité. Parce que moi, je le vois, les stratégies d'évitement des parents, et en plus, toute origine et toute situation confondue, c'est quoi? C'est de se dire, je ne mets pas mon enfant au collège public parce que le niveau n'est pas assez bon. Donc, je vais le mettre dans une école privée. Le plus souvent, c'est une école plutôt catholique. Et donc, vous avez bon nombre de personnes de confession musulmane qui mettent leurs enfants là-bas en se disant, au moins, il y aura de la mixité sociale, il y aura un niveau de qualité, et donc, je vais avoir un ascenseur social par ce biais. Donc, je pense que l'État, les collectivités peuvent vraiment s'interroger sur le fait qu'aujourd'hui, l'école de la République, pour beaucoup, n'est pas à la hauteur. Je dirais, pour finir, que à mon sens, il ne faut pas regarder ce qui se passe dans l'école privée. Regardons ce qui se passe dans l'école publique. Voyons comment on peut être à la hauteur des enjeux. Et ce qui me gêne, par contre, et là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'on déverse autant d'argent dans des écoles privées alors que ce sont des deniers publics. Moi, je pense qu'à partir du moment où l'école, enfin, quand on arrive à l'âge où ça n'est plus obligatoire, les gens font un choix. Ils mettent leurs enfants dans des écoles privées. Et ben, on ne doit plus subventionner ces écoles-là. Nous, on en a un exemple flagrant à la région Île-de-France, c'est que Valérie Pécresse a subventionné très très haut des lycées privés alors qu'elle n'avait pas à le faire. Mais c'est un choix électoral. On va aussi caresser un certain électorat pour garder les voix. Merci Dianaba. Il y a pas mal de questions, mais il y a pas mal de questions qui reviennent sur la jeunesse. Et c'est la question de Bernard Bouchard tout à l'heure sur la jeunesse, une majorité de la jeunesse populaire surtout, parce qu'il y a le mot populaire dedans, et qui rejoint la question de Fabrice Mitucci aussi sur la venue de la secrétaire d'État, ou sa position sur les centres sociaux, ce qui a défrayé la chronique aussi, où il y a
voilà. Et moi, je voulais rajouter un truc pour partir sur cette jeunesse parce que la jeunesse, c'est l'avenir. Donc, on travaille pour demain. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ce qu'a écrit. On l'a échangé entre camarades avec Malika, avec d'autres. Rachid Benzine, que vous connaissez peut-être, sur cette lettre qu'il a écrite à son fils, où il dit, je voulais juste la première phrase. Je sais, mon fils, que tu es fâché, très en colère même. Tu n'as pas besoin de m'expliquer pourquoi. Je le sais et je le vois. Est-ce qu'on n'a pas perdu déjà en avance une partie de la jeunesse des quartiers populaires ou prioritaires, comme on disait tout à l'heure, et même des classes aisées issues de l'immigration? Est-ce qu'on ne les a pas perdus déjà autour de cette notion de laïcité et la reconnaissance de la République qui protège tous de la même manière? J'englobe ça dans tout l'avenir de la jeunesse et ça me semble notre avenir aussi lié là-dessus. Je ne veux pas squeezer les autres questions, hein, parce qu'il y en a d'autres. Il faudra peut-être qu'on revienne sur l'Observatoire de la laïcité, Laura le souhaite. Je vois d'autres, je n'ai pas vu d'autres, mais je reviendrai sur juste cette question de la jeunesse populaire et cette jeunesse qu'on est en train de perdre peut-être, celle qui prend position que Dieynaba a très très bien décrit en classe, ailleurs. Il y a 152 jours, mais au-delà des 152 jours, ils sont… Voilà. Donc, quel avenir et quel est le PS, quelle est la construction autour du PS aussi? Voilà, je crois qu'elle est plus la question pour Dieynaba dans un premier temps. Ok. Voilà, après. Moi, je pense que je suis peut-être trop optimiste, mais je pense que la jeunesse, elle n'est pas perdue. Ce qu'elle a aujourd'hui, c'est qu'elle est en manque de repères parce que pendant très longtemps, je crois on n'a pas voulu voir ce qui se passait parce qu'on est parti du principe que l'électorat dans les quartiers populaires nous était acquis, ce qui est une grande faute. On s'est détourné de ces quartiers populaires en se disant, bon, de toute façon, on va les voir 6 mois avant, ça suffira, ils voteront pour nous parce qu'ils sont issus des minorités, parce qu'ils sont issus de l'immigration, etc. Aujourd'hui, moi, ce qui me questionne, c'est que beaucoup d'entre eux vous diront, mais madame, on ne se sent pas français. On ne se sent pas français parce qu'on est discriminé, parce qu'on nous rappelle toujours nos origines, parce que là où on vit, de toute façon, on rencontre que des gens comme nous. Et puis, lorsque on essaye de s'en sortir, on est ramené à ce déterminisme social, géographique ou encore un déterminisme lié à nos origines. Moi, je crois qu'il y a 2 choses sur lesquelles il faut absolument qu'on se reprenne au Parti socialiste, mais aussi toute la gauche, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour qu'aujourd'hui, nos jeunes ne se sentent pas abandonnés. Il y a le problème de la carte scolaire. Je crois qu'il faut avoir la volonté et le courage politique de casser aussi ces ghettos par rapport à la carte scolaire. C'est pas facile, hein, parce que même nous, on s'y est heurté au Muro, mais je crois que travailler sur la carte scolaire en remettant de la mixité aux endroits où on sait pertinemment qu'elle n'existe plus, ça relève aussi de la responsabilité du politique. Pour moi, c'est essentiel. Deuxième chose, accompagner ces parcours et puis réhabiliter l'éducation populaire, bon sang, parce qu'ils font un travail formidable sur le terrain et ils sont souvent considérés comme soit quantité négligeable ou comme étant des acteurs low cost de la construction et du parcours éducatif de nos jeunes. Alors que c'est faux, c'est eux qui passent le plus de temps avec les jeunes, bien plus qu'à l'école. Donc, travaillons avec l'éducation populaire. On sait très bien que ça a toujours donné des choses très importantes. Quand, par exemple, vous voyez que beaucoup de gens ne partent plus pendant les vacances, il n'y a plus de colonies de vacances ou très peu, ce sont des choses qui se perdent. C'était des moments où on arrivait à se mélanger. Il faut aussi travailler sur des parcours. Nous, par exemple, on a des passeports citoyens. On leur fait découvrir les institutions. On les emmène. On leur paye une partie du permis en contrepartie, etc. Moi, je crois qu'on ne peut pas se forger en tant que citoyen si on ne connaît pas les institutions, si on n'est pas accompagné dans son parcours et si à un moment donné, on ne rappelle pas ce qu'est la République. Si on ne prend pas le temps de faire ça,
en tant que politique, eh ben, on laisse ces jeunes dans les bras des communautarismes, des extrêmes de tous bords, en se disant que de toute façon, comme personne ne les reconnaît comme étant français, eh ben, ils vont là où ils sont reconnus. Et parce qu'ils sont reconnus, parce qu'ils sont musulmans, parce qu'ils sont appartenant à une bande, parce qu'ils font du trafic, etc., etc. Et je pense que là-dessus, tant qu'on n'aura pas cette volonté vraiment d'accompagner avec tous les éducateurs, avec tous les acteurs dont on dispose, on n'y arrivera pas. Elle a un complément? Oui, enfin, moi je suis très sensible à la lettre de Rachid Benzine. J'avais participé à un débat avec lui et quand il y a une alerte qui est faite par une personne aussi belle que Rachid Benzine, il faut l'écouter. Mais je crois qu'il pose aussi le problème de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire quand on prend l'exemple de la loi sur les séparatismes et la nécessité de renforcer un certain nombre de segments de la loi de 1905, il y a nécessité de faire jouer d'autres piliers et surtout de permettre de travailler sur les causes. Et Rachid Benzine, dans la lettre à son fils, disait à son fils, tes citoyens français ne te laissent pas entraîner par rapport à, effectivement, ça peut être des contrôles de police demain au faciès, voilà. Et ça, c'est effectivement le pendant. Et si on fait pas, et si on n'agit pas sur ces causes-là, on sera toujours dans la même situation. Après, moi, par rapport à la question de comment on peut articuler l'ensemble des acteurs et notamment l'éducation populaire dans les quartiers, je crois qu'effectivement, aujourd'hui, il y a eu des expérimentations pas loin d'ici, à Bois-en-Velin, sur des plans territoriaux de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Je crois qu'il y en a un à Sarcelles en Île-de-France. Je crois qu'aujourd'hui, par rapport au débat que l'on a ce soir, il y a nécessité de flécher des politiques publiques en la matière et d'accompagner les associations locales sur des projets, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les centres sociaux, que ce soit dans des liens entre la population, ça peut être même des groupements d'habitants. Et nous, par exemple, à la LICRA, dans les quelques territoires où on est présent sur ces plans, on essaye d'amener de l'expertise externe qu'on peut amener à ces associations locales. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a nécessité d'avoir des vraies politiques publiques en la matière là-dessus. Et puis l'autre élément par rapport à l'éducation, on n'en a pas parlé ce soir, c'est la question des familles. Nous, je pense que ici, il y a quelques professeurs, on vit dans certains quartiers ce qu'on appelle des conflits de loyauté de plus en plus. Et les conflits de loyauté, ça veut dire que c'est des injonctions paradoxales entre ce que l'enseignement amène en termes de connaissances et de valeurs et ce que la famille amène d'une autre manière. Et le gamin, là-dessus, il peut être complètement écartelé. Et très souvent, il y a peut-être nécessité, et là, moi je ferai une critique sur un certain nombre d'organismes de parents d'élèves qui là aussi mériteraient de retravailler un peu leur posture par rapport à ces problèmes-là. C'est un peu comme quand on parle des conseils de quartier, il y a toujours les mêmes militants qui sont dans les conseils de quartier. Si ce qu'on appelle les populations qu'on ne voit jamais et qui agissent un peu d'une autre manière, elles ne sont pas présentes, et bien quelque part, notre travail, il ne servira pas à grand-chose. Jamel, quand tu veux, si tu peux. Oui. J'ai essayé de lire un peu les échanges très très riches entre militants, enfin entre les personnes présentes ici, que je ne pourrais pas reprendre parce qu'elles sont énormes et elles sont très riches. En tout cas, il y a énormément d'échanges entre vous, hein, des compléments, des choses, notamment sur l'école publique et l'école privée. Et l'école publique et l'école privée, peut-être Laura qui se questionnait sur la position de la LICRA là-dessus. Enfin, Alain, nous, on est a priori, on est une organisation laïque. Après, encore une fois, les causes qui amènent aujourd'hui. Alors moi, je vous rejoins assez, mais c'est à titre personnel. Je ne suis pas sûr que la LICRA ait une position très assise là-dessus, en tous les cas. Mais moi, je rejoins assez sur le fait que la question des financements de l'école privée est une vraie question. Mais ça, je dis à titre personnel, bien évidemment. Après, moi, sur le vrai fondamental, je crois que c'est qui l'a dit par mail, c'est la carte scolaire, hein, très clairement. Tout à fait. Très bien.
On pourrait prendre une dernière question orale si vous le souhaitez. Je veux pas vraiment. C'est frustrant de s'arrêter bientôt. C'est tellement riche et c'est tellement passionnant que voilà, même je suis un peu mal à l'aise de vous dire on va bientôt arrêter, mais c'est pas bon parce que tout le monde n'a pas eu les réponses, mais c'est tellement vaste et on y reviendra. C'est pas ça, c'est juste la première étape. On s'est dit dans ce collectif, dans cette réflexion, ces thématiques, on les aborde petit à petit, et puis on en fera pour 2021. On reviendra à cette question parce que je pense qu'elle sera là encore. Alors, j'invite s'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole rapidement, Si tu permets, oralement. Vas-y, Joël, si tu vas-y. permets, Jamel. Je me disais, Joël n'a pas posé de question aujourd'hui, c'est pas Oui, normal. oui, mais Voilà, quand ça tu arrive. voudras. Quand tu veux, vas-y, vas-y. Bon, je te remercie. Franchement, les deux intervenants, bravo, merci. Pratiquement d'accord à 100% avec tout ce que vous avez dit, que ce soit l'un ou l'autre. Impeccable. Rien à dire, rien à faire. Par contre, un point sur lequel je voudrais revenir, et tu as parlé, il y a des débat d'une façon très juste de la mixité dans les territoires. Et moi, j'habite dans un quartier difficile, c'est le moins qu'on puisse dire, où on a une petite troupe actuellement. J'essaie de discuter un peu avec eux d'ailleurs, et je discute avec eux, mais il n'y a qu'à voir, les flics sont tous les jours ici. Ils viennent d'ailleurs de la Duchère. Bon, tu ne connais peut-être pas le quartier, mais à Paris, vous ne connaissez peut-être pas la Duchère, mais enfin, c'est un quartier qui est en refonte totale à l'heure actuelle, et c'est très bien, mais c'est des jeunes qu'on a placés ici. Maintenant, ils habitent dans le quartier, et c'est un peu problématique, je reconnais. Alors, on parle de mixité sociale, mais à l'heure actuelle, j'ai le sentiment quand même que on a essayé de faire de la mixité sociale, par exemple, le quartier de la Duchère, ça a été fait. Hein. Il y a eu beaucoup de choses de faites et ce n'est pas terminé, la rénovation. Mais ça a tout basculé sur un autre quartier, entre autres Ménival. Pour prendre les Lyonnais qui connaissent le quartier, bon, bah, ça a tout basculé là. C'est là où on a des soucis à l'heure actuelle, en veux-tu, voilà, y compris au niveau des écoles. Où effectivement il y a une concentration d'enfants d'immigrés. Et c'est dramatique parce que ce sont des enfants qui ont des droits et des devoirs, bien sûr, et en définitive, ils sont mis à l'écart parce que justement, ils sont pas croix-roussiens, comme on pourrait dire. Donc, par voie de conséquence, moi, j'aimerais savoir comment on peut faire pour arrêter ce système, parce qu'on a déplacé la Duchère sur Ménival, en gros. Et ça, c'est dommageable. C'est dommageable pour ces enfants, pour ces adultes. Il y a un climat qui est créé à l'heure actuelle dans le quartier qui est dramatique, et j'essaye, moi, de discuter avec tous ces jeunes qui sont en bas des allées, hein, c'est classique. Ils vivent de quoi? Ben, on sait de quoi ils vivent. Ils vont plus à l'école. En général, on les a foutus dehors de l'école parce qu'ils ont fait des conneries à l'école. Bon, très bien, mais je ne crois pas que ce soit la solution. Alors, la solution, c'est quoi? Dieynaba, tu pourras peut-être me faire des propositions. Question, je... Il faut que tu nous dises ce qu'on peut faire dans ce cas-là. Je ne sais pas si j'ai la solution, parce que sinon, je pense que ce serait très facile. Mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que je pense qu'un des leviers, c'est effectivement la politique de logement. C'est ce que je disais tout à l'heure. Nous, on a bénéficié d'un programme de rénovation urbaine qui nous a permis de retravailler justement les quartiers qui étaient fléchés comme étant des quartiers difficiles. On avait eu quand même une concentration assez importante de problèmes parce que justement, manque de mixité sociale. On a réparti nos habitants de manière à pouvoir justement les mélanger avec dans d'autres quartiers qui étaient moins, comment dirais-je, moins ghettoisés. Parfois, ça marche et parfois, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que déjà, souvent, les personnes, quand vous leur dites que vous allez les déplacer dans un autre quartier, ils ne veulent pas. Ils ont leurs petites habitudes, ils ont des gens qui leur ressemblent et ils ne se sentent pas toujours partants pour pouvoir aller habiter dans un autre quartier qu'ils connaissent moins bien, etc. Donc là, il a fallu travailler. Travailler aussi, par exemple, sur des équipements qui soient à l'échelle de la ville.
où vous allez avoir aussi de la mixité. Nous, on a mis en place un musée numérique dans le cadre de la microfolie qu'on a mis en place. On a un musée numérique, un Fab Lab, et donc du coup, dans notre médiathèque, tout le monde y vient et ça permet de croiser beaucoup de gens. On a fait des pôles éducatifs pour que justement dans le quartier dit difficile, les gens viennent aussi pour venir chercher un service, des activités qu'ils ne trouvent pas ailleurs. C'est-à-dire que c'est pas seulement une mesure, c'est un faisceau de mesures qui, petit à petit, mises bout à bout, permettent de rappeler aux gens qu'ils appartiennent à la même ville et que ce n'est pas seulement le quartier. Nous, quand on crée des équipements aujourd'hui, on les pense au niveau de la ville et pas au niveau du quartier. Parce qu'on avait des centres sociaux, des maisons de quartier. Maintenant, de plus en plus, on fait des pôles éducatifs pour que les gens, avec différentes thématiques, pour que les gens se baladent. Mais sincèrement, pour arriver à enrayer 25 ans ou 30 ans d'une politique de logement qui a créé des ghettos, il va falloir 25 ou 30 ans de plus pour pouvoir justement arriver à refaire, à faire la bascule dans l'autre sens. Mais je ne désespère pas d'y arriver, mais ce n'est pas seulement une mesure, c'est un faisceau de mesures qui nous permettra d'y arriver. Malheureusement, je crois que tu as raison. Merci. Merci Dianaba. L'heure tourne très très vite. Hein. Ouais. Est-ce que je peux prendre la parole? Juste 2 minutes. Très rapidement, Malika, alors. Vas-y. Voilà, très rapidement pour répondre à Joël. Tes petits du Chérois que tu as récupérés dans le 5e, c'est la loi de l'ANRU. Dianaba vient de te donner quelques clés de lecture. Bernard Bochard, qui nous écoute et qui vient de poster un petit message, ira dans mon sens. Le relogement quand il y a des démolitions, quand on est dans le cadre de l'ANRU, c'est quelque chose de très compliqué. Il s'agit de déplacer des centaines de personnes. Moi, j'en fais l'expérience actuellement parce que j'ai ce mandat-là et qu'on est en plein dedans et qu'on a une barre entière de 293 logements et on vient juste de commencer le relogement. Et Bernard vient de l'écrire. Notre problème, c'est que nous n'avons pas assez, en tout cas, moi je peux vous parler de Lyon, de logements sociaux. Et juste pour vous donner un exemple, sur le 9e arrondissement, on est déjà, nous, en 2020, à 34% de logements sociaux. Et Joël, est-ce que tu sais à combien vous êtes sur le 5e? Vous êtes à 15% de logements sociaux. Oui. Donc, la finalité, c'est quand même une vraie volonté politique de rééquilibrage. Alors, sur Lyon, et je suis d'accord avec Dianaba, ce n'est pas dans un claquement de doigts qu'on va y arriver. Ça va prendre peut-être encore 10 ans. Parce que le relogement qu'on est en train de conduire, nous, sur la Duchère, rien que le relogement va nous prendre 5 ans. C'est une affaire qui est énorme. Et juste pour vous donner un autre exemple, on est en train d'approcher, entre guillemets, des communes environnantes de l'Ouest lyonnais, très, très, on va dire, sociologiquement et économiquement très riches, pour essayer de justement d'égoïtiser ces quartiers-là. Donc, c'est un travail de très, très longue haleine. Voilà. Je suis d'accord avec toi, hein. Je sais. On les a concentrés sur un seul quartier dans le 5e. Et c'est vrai que dans le 5e, on est en dessous du chiffrage normal, bien sûr. Mais pas au point du jour, et surtout pas dans le Lyon, tu vois. C'est ça le problème. Enfin, bref. Merci Malika pour ces compléments. Il y avait Claire Boissieu qui se pose beaucoup la question sur la laïcité en Europe et aussi dans les universités. J'invite nos intervenants à soit répondre, soit faire une conclusion de ce qui a été dit clairement pour conclure. Et juste derrière, Yann Krombeck prendra la parole pour clôturer cette soirée très riche, en tout cas, d'échanges et votre participation. Enfin, en tout cas, on n'a jamais été moins de 34 et la moyenne est de 29. C'est bien, personne n'est parti. Ça rassure que le débat est bon et que les uns et les autres trouvent un peu un bribe de réponse peut-être juste sur la laïcité. Dans ces échanges-là. Est-ce qu'il y a la laïcité en Europe? Oui, ben moi je peux dire juste un mot là-dessus pour dire que
je faisais état tout à l'heure de l'incompréhension avec certains pays anglo-saxons. Je crois qu'en fait, la manière dont s'est construite la loi de 1905, mais ça vous le savez, ça a été une posture de l'Église catholique qui n'était pas dans le chemin de la raison et qui était plus dans un chemin très frontal par rapport à ce qui a été hérité des Lumières et au principe de la loi de 1905 tel que ça s'est mis en place. Et du coup, de la séparation, des conditions de séparation de l'Église et de l'État. Dans les pays anglo-saxons, et Diana Ball disait bien tout à l'heure, c'est souvent un monde protestant, notamment en Europe du Nord. Et ce monde protestant a épousé depuis le début, depuis les Lumières telles qu'elles se sont construites dans ces pays-là, en accompagnant beaucoup plus ces principes de laïcité. Du coup, ce n'était pas frontal. Et ce qui a amené des principes de laïcité, que ce soit en Angleterre, aux États-Unis, voire même en Allemagne ou dans les Pays-Bas, différents des nôtres, et les constructions sont effectivement historiquement pas les mêmes. Après, ça n'empêche pas, enfin, la LICRA est à l'EID international, on essaye de travailler en commun avec nombre de pays sur les questions du racisme, l'antisémitisme et des valeurs de laïcité. Mais c'est vrai que les entrées ne sont pas tout à fait les mêmes et la manière dont les religions sont positionnées, notamment la religion catholique, explique un peu ça. Merci Alain. Oui, tout à fait. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je crois que la spécificité française fait que parfois on a des événements qui se télescopent avec d'autres pays qui n'ont pas la même histoire avec la laïcité. Et je crois que du coup, le cas de George Floyd est un exemple assez probant de cela, parce que l'histoire des États-Unis, le problème, le racisme systémique au sein de la police est différent des rapports que l'on peut voir en France. Et il y a, je crois, il ne faut pas se tromper et pointer lorsque c'est nécessaire les manquements, les agissements, etc., qui doivent être sanctionnés. Et à côté de ça, être très conscient de cette exception, entre guillemets, française concernant la laïcité. Comme c'est le moment de conclure, je voulais juste vous remercier vraiment infiniment pour la richesse de nos échanges. Ça va pouvoir nourrir ma propre réflexion en tant que porte-parole de notre parti. Merci à Alain aussi pour tous ces éclaircissements très importants concernant la position de la LICRA, parce que je crois que, comme je l'ai redit, il faut impérativement ne jamais perdre de vue que si vous voulez faire société commune, il faut lutter contre toutes les discriminations. Et Alain l'a rappelé, le travail, justement, cette lutte contre l'antisémitisme, contre le racisme, aussi l'homophobie, le sexisme, etc., sont très importantes pour qu'on puisse, justement, pour que chacun puisse se sentir chez soi. Et je reste à votre disposition pour échanger au-delà de ce très bon débat de ce soir. Bravo. Bravo. Bravo, bravo. Merci Diana Ba, merci Alain, merci vivement pour vos disponibilités et vos apports, en tout cas très riches. Est-ce que Yann est par là pour conclure? Bravo Alain également. Ouais. Ah, ben voilà. Donc, notre secrétaire fédéral est là et il va conclure. Je vais conclure. C'est compliqué. La soirée. En tout cas, moi, j'étais ravi d'avoir animé cette soirée et je vous remercie. C'est compliqué de conclure. Enfin, je vais remercier à mon tour Diana Ba et Alain. Voilà, c'est au moins la. Yann, on voit la moitié de ta tête. Voilà, je redresse l'écran. Donc, je remercie Diana Ba et Alain de leur participation. On va dire que c'est au moins le moindre désavantage du confinement de nous avoir permis, au niveau de la fédération du Rhône, de lancer toute une série de débats. Et je le dis à Diana Ba, nous, on a pris un rythme une fois tous les 15 jours. Donc, au-delà de ce soir, il y a eu un certain nombre de débats et je remercie bien évidemment tout le collectif qui organise les débats, cherche les intervenants et qui prend, je crois, du plaisir à organiser ces rendez-vous. Donc, la soirée, il y avait une belle réussite autour de 34 intervenants présents au débat.
je le dis tranquillement, même si l'objectif, c'est pas faire du chiffre pour le chiffre, on préfère la qualité des échanges et que tout le monde puisse participer. Une belle réussite en termes de mobilisation. Bon, Jamel a triché un petit peu parce qu'il a obligé Toubron à venir. Donc, mais il a bien fait, je dis ça en plaisantant. Il y a bien évidemment d'autres camarades d'autres sections. Voilà, pour dire que Djenaba nous a dit qu'elle était disponible pour la suite. L'objectif des débats en 2 heures, on ne fait pas le tour d'un thème. Voilà, donc, mais c'est bien pour amorcer et trouver au sein de la fédération et aussi en dehors de la fédération, au sein du parti et à l'extérieur du parti, et notamment avec les associations, mais avec des gens qui sont à la porte des partis, qui s'interrogent aussi beaucoup pour, sur un certain nombre de thèmes, réfléchir avec eux. Voilà, donc je n'ai aucun doute de notre capacité à continuer à discuter avec Alain et la LICRA, mais il y a encore à creuser sur ce sujet et vous dire que, à mon avis, tous ceux qui ont envie de porter cette question de la laïcité, on a parlé aussi d'éducation populaire, on a parlé de jeunesse, on a parlé de plein de termes transversaux, il faudra continuer à les aborder, à les traiter, parce que je pars aussi du principe que sur cette question, nous avons aussi un inventaire à faire, mais Djenaba nous y a invités aussi. Voilà, il faut aussi qu'on regarde ce qu'on a pu faire. On a fait de belles choses. Parfois, on a eu des accommodements qui se sont finalement conclu de manière un peu négative dans notre perception. Voilà, donc il faut sereinement et tranquillement analyser tout ça. Je crois aussi que le fait d'échanger sur ce qui se fait dans les différents territoires dirigés par les socialistes peut aussi être un élément important. Voilà, donc les élus qu'il y a dans les rectangles, mais pas que les élus, voilà, il faut qu'on se structure pour aussi aller solliciter dans d'autres territoires que notre fédération. Donc, il y a des réseaux. Je pense que le national peut aussi nous aider à travers les secrétaires nationaux et la nouvelle organisation mise en place. Voilà, donc je pense que ce soir, c'est une invitation à continuer à réfléchir à la laïcité. Voilà, et donc je vais à mon tour vous souhaiter une bonne fin de soirée, voilà, de belles fêtes de fin d'année. Voilà, je resterai laïque en n'évoquant pas un rendez-vous qui n'est pas laïque, même si c'est une transformation d'un phénomène païen en phénomène autre. Voilà, mais avec plaisir. Donc, pour vous dire que c'était la dernière visio de l'année en termes de débat et qu'on reprendra tout ça avec force et vigueur en 2021 et puis qu'on espère à un moment pouvoir le faire dans des conditions autres que la visio, et encore que la visio permet quand même d'échanger, en tout cas de donner un certain nombre de choses à voir. Et je le dis parce qu'il y a des secrétaires de section et puis il y a aussi des militants de section. Voilà, sur tous les thèmes qui ont été traités depuis qu'on a lancé les débats, n'hésitez pas à les traiter dans vos sections pour qu'ensuite, dans les instances fédérales, on puisse les retraiter puisque tous les thèmes abordés font aussi partie de la feuille de route ou peuvent faire partie de la feuille de route de notre direction nationale. Voilà, merci encore à vous et belle fin de journée. Et encore merci à nos deux intervenants et merci à Jamel, notre DJ de la soirée. Merci beaucoup, Jamel. Merci à vous tous. Belle fin de soirée. N'hésitez pas à solliciter les camarades du National. Ils seront ravis de pouvoir vous aider et de vous apporter des informations comme je l'ai fait. Ils seront vraiment très contents de le faire. Donc, prenez soin de vous. Belle fête de fin d'année à tout le monde. Merci à tous. Merci à Alain qui a fait sortie d'un Zoom pour rejoindre notre Zoom. Tout à fait. Merci beaucoup. Et merci à tous. Merci à tous les deux. Vous avez été parfaits. Très bien. Merci. Ciao. Merci beaucoup.